Avez-vous déjà vu la tourelle d'un char de 70 tonnes voler en éclats sous l'impact d'un obus? Le blindage n'est pas percé, non. Ce sont simplement les soudures qui lâchent, et la structure de plusieurs tonnes est projetée dans les airs. Ce ne sont pas des effets spéciaux de cinéma, c'est la réalité à laquelle s'est heurté le 501e bataillon de chars lourds de la Wehrmacht en août 1944. Ils avançaient pour tuer en toute impunité. Ils possédaient les meilleures optiques Zeiss et le blindage frontal le plus épais. Mais ils ignoraient qu'on les attendait. Les tueurs de fauves les guettaient, capables de déclencher une apocalypse locale à l'intérieur des chars allemands. Qu'est-ce qu'une bombe à vide dans un espace clos? Pourquoi le blindage allemand se brisait-il comme du verre, tuant ses propres occupants? Et comment de simples meules de foin ont-elles causé la perte d'une division d'élite? Préparez-vous. Vous allez voir à quoi ressemble vraiment la mort en embuscade. Le grondement était tel qu'il faisait vibrer le diaphragme. Ce n'était pas simplement le bruit d'un moteur, c'était une secousse sismique. Les 12 cylindres du moteur Maybach, 700 chevaux, domptés dans des entrailles de fonte, broyaient l'air polonais, le mélangeant à l'odeur d'essence synthétique brûlée et d'huile chauffée à blanc. 1944. Le front de l'Est craquait de toutes parts, mais ici, durant la marche du 501e bataillon de chars lourds, le temps semblait avoir fait machine arrière. L'Allemagne abattait sa dernière carte, son atout le plus lourd. 70 tonnes. 70 tonnes d'acier allié Krupp, moulé dans une forme de menace géométrique absolue. Le Tigre II. Le Tigre royal. Ce n'était plus une arme de rupture, c'était un blocos mobile, créé dans un seul but: anéantir tout ce qui vit à portée de tir direct, tout en restant invulnérable. De larges chenilles, dont chaque maillon mesurait près d'1 mètre, mordaient le sol sec, laissant derrière elles des ornières semblables à des cicatrices. La terre tremblait. Ce n'est pas une métaphore. Lorsque la colonne de ces mastodontes avançait sur la route, dans un rayon de 500 mètres, le plâtre des maisons paysannes s'effritait et les vitres vibraient. À l'intérieur de la tourelle numéro 102, la chaleur était étouffante. La ventilation peinait à évacuer les gaz de poudre après le réglage de tir et la chaleur émanant de la culasse du canon et de la transmission. Mais l'équipage ne remarquait pas la touffeur. Ils étaient habités par un autre sentiment: l'ivresse de l'impunité. Ils étaient assis à l'intérieur de la capsule la plus protégée jamais conçue par le génie sombre de l'ingénierie allemande. La façade de la tourelle, 180 mm. La façade de la caisse, 150 mm, avec un angle d'inclinaison rationnel de 50 degrés. L'épaisseur effective du blindage atteignait ici des valeurs telles que n'importe quel obus soviétique devait rebondir dessus comme un petit pois sec sur un mur de granit. « Günther, surveille la température de l'huile. » La voix du commandant dans l'interphone sonnait déformée, mais calme. « Nous ne pouvons pas nous permettre de tomber en panne par surchauffe avant d'avoir vu les Russes. »« Jawohl, température normale. » Cette bête consomme du carburant comme un gouffre, mais elle tire bien, répondit le pilote. L'Obersturmführer Bartel se colla à l'appareil d'observation. Le monde extérieur était découpé en secteurs de tir et en points de repère. Son assurance ne reposait pas sur la propagande du docteur Goebbels, mais sur la physique. Il savait qu'il pilotait le sommet de la chaîne alimentaire des blindés. Un canon à long tube, 88 mm, modèle 43. Longueur du canon, 71 calibres. Vitesse initiale de l'obus perforant, 1012 mètres par seconde. À une distance de 2000 mètres, cet obus transperçait 132 mm de blindage. Cela ne signifiait qu'une chose: tout char ennemi, qu'il s'agisse d'un T-34 ou du nouveau IS, était réduit à un tas de ferraille avant même d'avoir pu approcher à sa propre distance de tir efficace. Ce n'était pas un duel, c'était une chasse depuis un mirador dans un stand de tir.
L'intérieur du char sentait la graisse, la sueur et le cuir des sièges réglementaires. Le chargeur, un gars robuste aux manches de vareuse retroussées, essuyait le culot d'une douille avec un chiffon. La munition unitaire pesait plus de 20 kg. Un travail pénible, mais plaisant quand on sait que chaque envoi expédie l'équipage ennemi dans l'autre monde. Ici, dans le 501e bataillon, on avait réuni les meilleurs. Des vétérans ayant traversé l'enfer de Koursk et de l'Afrique tenaient désormais entre leurs mains un outil digne de leurs compétences. Ils regardaient la carte de la tête de pont de Sandomierz, non pas comme un territoire à défendre, mais comme un polygone pour une démonstration de puissance. J'ai entendu dire que les Ivans ont de nouvelles machines lourdes. La voix du tireur perça à travers les grésillements. Son ton n'exprimait aucune peur, seulement la curiosité professionnelle d'un chirurgien discutant d'un cas complexe. « Qu'ils viennent !» ricana Bartel, sans quitter le périscope. « Leur calibre est de 122 mm. Ça sonne menaçant, mais ils ont un chargement séparé. » Le temps que l'Ivan fourre l'obus, puis la douille, puis referme la culasse, nous aurons le temps de tirer 3 fois. Et un seul coup nous suffira. Nos optiques Zeiss permettent de toucher un écureuil dans l'œil à 1 km. Leurs viseurs, eux, ne sont bons qu'à regarder la lune quand elle est pleine. La colonne avançait dans un cliquetis de chenilles, soulevant des nuages de poussière qui masquaient le soleil. Le mécanisme de guerre fonctionnait impeccablement. Les galets de roulement, disposés en quinconce, répartissaient uniformément le poids monstrueux de la machine, assurant une fluidité de mouvement inaccessible aux autres chars. Il n'y avait pas de stabilisation du canon, mais avec une telle masse et la douceur de la suspension, un tireur expérimenté pouvait faire feu lors de courts arrêts avec une précision meurtrière. Les équipages croyaient en leur blindage comme en Dieu. Cette foi était matérielle. Elle se mesurait en centimètres d'acier trempé. Ils avaient vu les obus des chars moyens ne laisser que des éraflures sur leurs flancs. Ils s'étaient habitués à être invulnérables. La psychologie d'un tankiste de Tigre Royal, en août 1944, était celle d'un opérateur de presse hydraulique. Vous appuyez simplement sur le levier et le problème est aplati. Aucune réflexion. Juste de la balistique et de la résistance des matériaux. « Mouvement à 2 heures. Distance 3000 mètres », signala le tireur. « C'est de la poussière. Les renseignements ont rapporté que les Russes n'ont ici que de l'infanterie et des canons anti-chars de petit calibre, » coupa Bartel. « Ils n'oseront pas se montrer. Nous avançons comme à la parade. » C'est là que résidait l'erreur fatale. Ils percevaient la guerre à travers le prisme de tableaux techniques où leurs indicateurs figuraient dans la colonne supérieure. Ils avaient oublié que la guerre est un chaos, où la tactique bat la technique, et où la ruse brise la ligne droite de la trajectoire. Mais pour l'instant, dans les nuages de poussière près d'Oglendouv, les tigres royaux avaient l'air d'être les maîtres absolus. Les puissantes tourelles pivotaient lentement, scannant l'horizon. Les longs canons munis de freins de bouche reniflaient l'air avec avidité. Le vacarme des moteurs étouffait tous les autres sons. Le grincement du métal broyant le sable était la musique de leur supériorité. Personne dans cette colonne ne pensait à la mort. La mort était le lot de ceux qui étaient dehors, de ceux dont le blindage était plus fin et le calibre plus petit. Ici, derrière 150 mm d'acier, régnait le calcul froid et l'anticipation d'une proie facile. Le pilote changea de vitesse. La boîte de vitesse, dispositif complexe et capricieux, répondit par un coup sourd, mais tint bon. Le colosse de plusieurs tonnes accéléra légèrement. Devant s'étendaient des collines sablonneuses et des broussailles, un terrain idéal pour le tir. Bartel ajusta son laryngophone. « À tous les équipages,
Gardez la formation. Distance 50 mètres. Ne vous étirez pas. Aujourd'hui, nous allons montrer à ces barbares ce qu'est la qualité allemande. » Ils avançaient, persuadés de tout voir. Mais en réalité, ils étaient aveugles. Leur arrogance, coulée dans le métal, était devenue des œillères. 70 tonnes de poids donnaient une sensation de stabilité, mais privaient de manœuvrabilité. Le puissant canon offrait une longue portée, mais limitait le champ de vision dans les viseurs étroits. Ils étaient des rois marchant vers l'échafaud, mais le prenant pour une salle du trône. Le rugissement des moteurs approchait du point de non-retour. La poussière retombait sur le blindage, masquant la catastrophe imminente sous des allures de marche triomphale. Tandis que les Maybach allemands dévoraient les kilomètres de route polonaise, un silence dense comme l'eau des profondeurs régnait dans la lisière de forêt près d'Oglendorf. Ici, respiraient d'autres moteurs, des cœurs diesel V12, 12 cylindres, 520 chevaux. Rudimentaires, mais infatigables, comme une masse dans les mains d'un forgeron. Ils ne réclamaient pas d'essence à haut indice d'octane. Ils fonctionnaient au gazole, dont l'odeur imprégnait tout ici. La terre, les vareuses, le pas. Le char lourd soviétique IS-2. Iosif Staline. Ce n'était pas une machine de parade. C'était une réponse. Asymétrique, brutale et définitive. Si le Tigre était un scalpel, l'IS-2 était un marteau. Dans sa tourelle, moulée avec une texture de blindage grossière, se cachait un argument qui ne nécessitait aucune traduction en allemand. 122 mm. Le canon D-25T. Ce n'était pas simplement un canon de char, c'était un canon de campagne de corps d'armée A-19, que les ingénieurs avaient réussi à faire entrer au chausse-pied dans une tourelle de char. C'était une violence technique au service de la puissance de feu. Le chargeur, le caporal Savouchkine, essuya la sueur de son front avec le dos de sa main, noirci par l'huile. Dans la tourelle exiguë, on ne pouvait pas se retourner. À droite, la culasse, massive comme un coffre-fort. À gauche, le râtelier à munitions. Et dans les mains, la mort pesant 25 kg. Un obus perforant à tête pointue BR 471. Lourd la charogne, râla Savouchkine en saisissant l'obus plus confortablement. Comme un porcelet bien nourri. Ne pleurniche pas, répondit le commandant du char, le lieutenant de la garde, Oudalov, sans quitter le panorama des yeux. Ce porcelet doit transpercer le chat de part en part, avec les tripes. Le problème principal de l'IS-2 résidait dans sa propre force, le chargement séparé. L'obus était si lourd et si long qu'une munition unique ne tenait simplement pas dans le compartiment de combat, et un homme seul n'aurait pas pu la soulever dans cet espace réduit. Le processus de tir se transformait donc en une épreuve d'haltérophilie contre la montre. L'algorithme des actions était impitoyable pour l'homme. D'abord, tu prends l'obus. 25 kg d'acier et d'explosifs. Tu l'enfonces dans la culasse. Tu utilises le refouloir pour le pousser dans les rayures du canon avec un bruit sourd. Ensuite, tu te penches pour prendre la douille contenant la charge propulsive. Elle est plus légère, mais exige de la précision. Tu insères la douille, et seulement après, la culasse à coin se referme. Clac! Ce son ressemblait à la chute d'une guillotine. Le verrou est fermé. La mise à feu électrique est connectée. Pareil! Le cri du chargeur se noyait dans le grondement de la transmission. Cela prenait 20 à 30 secondes. Dans le meilleur des cas, une cadence d'un coup et demi par minute. Un équipage expérimenté pouvait en tirer 2. Le chargeur allemand, dans la vaste tourelle du Tigre, avait le temps d'enfourner 3, voire 4 obus unitaires dans le canon pendant ce temps.
6 à 8 coups par minute contre nos 2. Selon toutes les règles de la statistique militaire, c'était une condamnation. Dans un duel de chars, celui qui tire le premier et le plus souvent gagne. Mais la pensée technique soviétique avait emprunté une autre voie. Elle avait misé non pas sur la quantité, mais sur la qualité d'un seul et unique impact. L'énergie cinétique de la masse de 122 mm était monstrueuse. En frappant la tourelle d'un panthère ou d'un tigre, même sans percer le blindage, les soudures éclataient comme des fils pourris. La transmission était arrachée de ses fixations. L'équipage à l'intérieur subissait une commotion d'une telle force que le sang jaillissait par les oreilles. Et si l'obus perçait le blindage, à l'intérieur du char se produisait une apocalypse locale. Les éclats de blindage, mélangés aux fragments incandescents de l'obus, transformaient les entrailles de la machine en hachoirs à viande. Ce n'était pas un duel à l'épée, c'était un coup de barre à mine sur le crâne. « Pilote, maintiens les tours, ne cale pas !» ordonna Oudalov. « Si on doit dégager, il nous faut de la traction tout de suite. » « Température de l'eau 80, huile 70, » rapporta le pilote. « Le moteur chante. » À l'intérieur de l'IS-2, ça sentait le métal chauffé et l'attente. Le ventilateur bourdonnait, essayant de dissiper l'air vicié. L'ergonomie, on n'y pensait pas ici. Ici, on pensait à la survie par la destruction. L'exiguïté de la tourelle dictait ces conditions. Le chargeur devait se contorsionner comme une anguille pour attraper l'obus suivant dans le râtelier au sol ou sur les parois. Chaque mouvement était répété jusqu'à l'automatisme, jusqu'aux callosités, jusqu'à la douleur dans les lombaires. « Viseur vérifié ?» demanda le commandant au tireur. « Échelle claire, horizon normal. » « La rotation électrique de la tourelle fonctionne bien, » répondit le tireur en tournant la manivelle. La tourelle, pesant plusieurs tonnes, glissa docilement vers la gauche, obéissant au mouvement de sa main. Les 122 mm regardaient vers la route. Le frein de bouche, ce renflement caractéristique à 2 chambres au bout du canon, était prêt à encaisser le choc des gaz de poudre pour adoucir le recul monstrueux. Sans lui, le canon se serait tout simplement arraché de la tourelle au moment du tir. Ils savaient qui venait vers eux. Les renseignements avaient rapporté « char lourd ». Mais il n'y avait pas de peur. Il y avait ce tremblement froid avant le départ, comme chez un boxeur avant de monter sur le ring face à un poids lourd. L'équipage comprenait. Il n'avait pas droit à l'erreur. Le premier coup devait être mortel. S'il manquait, l'Allemand aurait une éternité, 20 secondes de rechargement pour l'IS, pour les transformer en torches. « Souviens-toi », la voix d'Oudalov devint dure, presque métallique. « On tape à coup sûr. La distance sera à bout portant. Ne pas se précipiter. Laissez-les présenter leur flanc. De face, c'est la loterie. De flanc, c'est garanti. » Savouchkine caressa le culot de la douille. À l'intérieur du gobelet de laiton sommeillait la poudre. La chimie, prête à devenir physique. Ils sentaient le sol trembler. Ce n'était pas leur moteur. C'était la terre qui tremblait, à l'approche des invités de 70 tonnes. L'IS-2 était une machine de rupture, créée pour prendre d'assaut des villes et enfoncer des lignes fortifiées. Mais aujourd'hui, il devait devenir un chasseur en embuscade. Son blindage, 120 mm sur la façade de la caisse, était puissant, mais le Tigre Royal, avec son 8-8, pouvait le transpercer aussi. Le salut n'était pas dans l'épaisseur de l'acier, mais dans la géométrie du combat, dans celui qui verrait le premier et qui appuierait le premier sur la détente. « Sacha, vérifie encore le râtelier de 2e urgence, » ordonna le commandant, « pour que ce soit à portée de main. »« Tout est normal, camarade lieutenant. Les obus sont graissés, ils glissent comme sur de l'huile. »
Il faisait partie d'un organisme unique. 4 hommes et 46 tonnes de fer. L'IS-2 était immobile, couvert de branches et d'un filet de camouflage, se fondant dans le paysage polonais. Le canon baissait bas, frôlant presque l'herbe. Le prédateur s'était figé avant le bond. Le diesel ronronnait au ralenti, comme un gros félin prêt à sortir ses griffes. Le tireur se colla au viseur télescopique TSH-17. Le réticule tremblait à cause des vibrations de la caisse. Il voyait le secteur, la route poussiéreuse, la courbure de la colline, les buissons. C'est là que devaient apparaître les silhouettes grises. « Ils arrivent », dit doucement le pilote. La terre commença à transmettre des coups rythmiques. Boum, boum, boum. Cela ressemblait au pas d'un géant. « Attention équipage !» Oudalov bascula sur le canal interne. « Perforant, chargez !» Savouchkine arracha le verrou. Le cliquetis du métal résonna comme l'armement du chien d'un pistolet sur la tempe. La lourde masse glissa dans le canon. La douille suivit. Le claquement de la culasse. « Parez !» Maintenant, le diable était assis dans le canon. Il ne restait plus qu'à le laisser sortir. L'IS-2 se figea, transformé en un nerf d'acier. Les secondes s'étirèrent en heures. L'air dans la tourelle devint épais et brûlant. Mais ce n'était pas de la peur, c'était de la concentration. Devant, c'était le combat, où la physique des gros calibres décidait qui vivrait et qui brûlerait. Le marteau était levé. Août 1944, sur la tête de pont de Sandomierz, s'avéra sec et chaud. La poussière restait en suspension dans l'air, bouchant les filtres et crissant sous les dents. Le village d'Oglendov, perdu parmi les collines polonaises, devint le point géographique où se jouait le sort de la tête de pont. Le terrain ici était complexe. Dunes de sable, bosquets, ravins profonds. Pour la manœuvre des chars, un enfer. Pour une défense anti-chars compétente, un cadeau du destin. Le lieutenant-colonel de la garde, Evdokimenko, regardait la carte. Ce n'était pas un rêveur, c'était un ingénieur de la guerre, un joueur d'échecs qui, à la place des pièces, avait des machines de 46 tonnes, et dont le prix de l'erreur n'était pas une partie perdue, mais des équipages en flammes. Les renseignements avaient rapporté une concentration de blindés lourds allemands. Evdokimenko comprenait. Accepter un combat frontal en rase campagne contre des tigres royaux, avec leur optique à longue portée et leur épais blindage frontal, c'était jouer à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. On n'ira pas de face. Son doigt traça une ligne sur la carte, contournant Oglendov. Ils attendent un tournoi de chevaliers. Nous allons leur organiser une bagarre de rue dans une impasse. On va enterrer les chars. On en fera des blocos. Laissons les Allemands approcher à portée de pistolet. L'ordre fut transmis au bataillon. La partie la plus pénible de la guerre des chars commença. Les travaux de terrassement. Les tankistes posèrent les clés à molette et prirent les pelles. Pour cacher l'énorme corps de l'IS-2, il fallait extraire des mètres cubes de terre dense et tassée. Le sable s'effondrait. La chaleur vidait les hommes de leur dernière force. Les vareuses devenaient blanches de sel. Mais personne ne se plaignait. Chacun comprenait l'arithmétique simple de la survie. Plus tu es enterré profond, plus longtemps tu vivras. Les positions furent choisies avec une précision chirurgicale. Les chars furent placés dans des caponnières de manière à ce que seule la tourelle dépasse du sol. Cela réduisait la silhouette de la machine de moitié. Toucher la tourelle basse et profilée de l'IS-2 à 1,5 km était une tâche difficile, même pour la fameuse optique allemande. En revanche, le haut flanc du tigre, qui partirait à l'attaque, serait visible comme le nez au milieu de la figure. Mais il ne suffisait pas de s'enterrer, il fallait disparaître. Les environs d'Oglendov étaient parsemés de meules de foin après la récente moisson. Cela devint la base du camouflage.
Evdokimenko ordonna de transformer les redoutables machines de guerre en éléments inoffensifs du paysage rural. « Camarade lieutenant, encore combien de foin ?» La voix du pilote était rauque à cause de la poussière. Il se tenait sur le blindage, réceptionnant les brassées d'herbes sèches que lui tendait le chargeur. « Plus !» répondit le chef de section, examinant la silhouette d'un œil critique. « Enveloppez le canon de toile de jute pour qu'il ne brille pas, et cachez le frein de bouche. Les Allemands connaissent notre profil. S'ils voient ce renflement caractéristique, ils comprendront tout de suite que ce n'est pas une meule. » Les tankistes liaient des gerbes, les disposant sur le blindage par couches. Les canons furent camouflés avec un soin particulier. Le long tube du canon de 122 mm se transformait en perche, dépassant ou en partie d'une grange effondrée. La règle principale du camouflage, ne pas simplement jeter des branches, mais briser les contours. L'œil de l'observateur s'accroche aux formes géométriques régulières, lignes droites, cercles des galets. Le chaos de l'herbe et des branches brisait cette géométrie, rendant le char invisible. « Regardez d'en haut, que le filet ne pende pas », commandait le sergent en vérifiant le travail de son équipage. Leur aviation vole encore. S'ils remarquent une ombre de forme incorrecte, ils nous couvriront de mortier. Le soir venu, le travail était terminé. Le champ près d'Oglendorf semblait paisible et vide. Des dizaines de meules de foin, des buissons, des collines de sable. Mais c'était une illusion. À l'intérieur de ces meules, sous la couche d'herbes sèches, l'acier du blindage refroidissait. Les équipages étaient assis à l'intérieur ou allongés sous les châssis des chars, volant de précieuses minutes de repos. Les écoutilles étaient entr'ouvertes pour aérer les compartiments de combat, mais les observateurs ne fermaient pas l'œil. Les secteurs de tir avaient été répartis à l'avance. Aucune initiative personnelle. Chaque chef de char connaissait son point de repère. Un arbre solitaire, un embranchement de route, une ferme brûlée. Le système de feu était construit de manière à créer un sac de feu. La colonne allemande devait s'engager dans la zone de destruction, exposant ses flancs à un feu croisé. S'ils avancent en coin, on laisse passer le char de tête, instruisait le commissaire politique en parcourant les positions. On tape ceux de queue et de flanc. On crée un bouchon. Compris? Le principal, c'est le sang-froid. Premier tir seulement sur ordre. Celui qui bouge avant passera en cours martial. Les nerfs étaient tendus comme des cordes de piano. L'attente du combat épuise plus que le combat lui-même. Tu es assis dans une boîte de fer étroite, tu écoutes le silence, et tu sais que quelque part, au-delà de l'horizon, rugissent les moteurs de monstres de 70 tonnes qui viennent pour te tuer. La peur essayait de s'insinuer dans l'âme, mais on l'écrasait par la discipline et la routine. Essuyer l'optique, vérifier la liaison, graisser le mécanisme de rotation de la tourelle. Les mains occupées empêchent la tête de paniquer. La nuit tomba sur la tête de pont. Dans l'obscurité, on entendait des bruits lointains, cliquetis de chenilles, bourdonnements de moteurs. Le vent apportait l'odeur du gazole ennemi. L'ennemi accumulait des forces. Les tankistes soviétiques dormaient par intermittence, à tour de rôle. Un de garde au périscope, 3 qui dorment. Le sommeil était léger, superficiel. Tout son suspect faisait ouvrir les yeux instantanément. « C'est calme », chuchota le chargeur en regardant le ciel étoilé par l'écoutille ouverte. Comme s'il n'y avait pas de guerre. « C'est le calme avant la tempête », grommela le commandant sans quitter ses jumelles. « Dors, demain, on aura besoin de bras solides. Soulever des obus, ce n'est pas comme manger de la soupe à la cuillère. » L'embuscade était prête. Le calcul technique d'Evdokimenko avait transformé la géographie en arme. Le sable qui gênait le mouvement protégeait désormais les coques. Les broussailles et les plis du terrain cachaient les positions.
et les meules de foin étaient devenues des capes d'invisibilité. C'était un piège, un énorme piège d'acier dont le ressort était tendu à l'extrême. Il ne restait plus qu'à attendre que la bête appuie sur la pédale. L'aube du 13 août colora le ciel en gris. Le brouillard rampa dans les creux, cachant les contours des objets. Cela jouait en faveur des défenseurs. Le brouillard faussait les distances, gênait les télémètres allemands. Le monde se contracta au rayon d'un tir direct. Les équipages prirent leur poste de combat. Les écoutilles claquèrent. Les interrupteurs des radios cliquetèrent. L'éther grésilla dans les écouteurs. On ne démarrait pas les moteurs pour ne pas se trahir par le son et la fumée. Le silence devint absolu, vibrant. Et dans ce silence, avec un grondement croissant, la mort approchait, coulée dans l'acier croupe. La scène était prête. Les acteurs avaient pris place. Le rideau de brouillard commençait lentement à se lever. 13 août 1944. Le matin qui devait être le triomphe de l'acier allemand commença par le rugissement des moteurs. Le 501e bataillon de chars lourds se mit en mouvement. Ce n'était pas une avancée tactique, c'était une parade d'arrogance cuirassée. 11 tigres royaux atteignirent la ligne d'attaque, ignorant les règles élémentaires de dissimulation. Ils avançaient à découvert, soulevant des colonnes de poussière visibles à 10 kilomètres. L'Obersturmführer Barthel, commandant du char de tête, se tenait dans la coupole du chef. Le vent lui fouettait le visage, mais il ne redescendait pas. Il aimait cette sensation, dominer le champ de bataille d'une hauteur de 3 mètres aux commandes d'un monstre de 70 tonnes. Dans sa conscience, formée par les victoires de 41 et 42, les chars russes n'étaient que des cibles mouvantes. Les renseignements avaient été clairs. Sur l'itinéraire, pas de forces ennemies sérieuses. Seulement de l'infanterie terrée dans le sable et peut-être quelques canons légers. Pour le blindage frontal du Tigre B, épais de 150 mm, ce n'était pas plus dangereux que de la grêle. « Leader à tous !» La voix de Barthel résonnait avec autorité dans les laryngophones. « Distance 50 mètres. Vitesse de marche. Ne pas s'étirer. Ce soir, nous dînons à Sidwoff. » La colonne se déplaçait comme un mécanisme unique et bien huilé. Les moteurs Maybach HL 230 fonctionnaient à la limite, dévorant des litres d'essence à chaque seconde, mais tiraient sans faillir. Les larges chenilles broyaient le tchernosium polonais mélangé au sable. Le cliquetis du métal s'entendait à la ronde. Les Allemands n'avaient pas peur d'être entendus. Au contraire, ils voulaient que le son de leur approche paralyse la volonté de l'ennemi avant même le contact visuel. Une attaque psychologique par le son et la masse. À l'intérieur des machines régnait l'euphorie. Les équipages, reposés et sûrs de l'invulnérabilité de leur matériel, se comportaient avec insouciance. Beaucoup avaient laissé leurs écoutilles ouvertes. Ils se sentaient comme des chasseurs partant en safari, où le gibier n'a pas de croc. « Hans, regarde à droite, près du bosquet !» retentit dans les terres la voix du chef du 2e char. « Cette meule de foin là-bas, je parie qu'il y a un Ivan terrorisé avec un fusil dedans. »« Laisse-le, » répondit paresseusement le tireur. « Gaspiller un obus explosif pour un fantassin, c'est du gaspillage. Le Reich ne nous pardonnerait pas une telle comptabilité. » Les rires dans les terres étaient déformés par les parasites, mais distincts. Ils plaisantaient. En pleine zone de combat, ils s'autorisaient la décontraction de touristes. C'était une erreur fatale, née de l'orgueil. Ils croyaient aux chiffres. Ils savaient que leurs canons perçaient n'importe quel char soviétique à 2 kilomètres. Ils savaient que leur face avant résistait à presque tout. Mais ils avaient oublié que les chiffres des tableaux de caractéristiques techniques ne fonctionnent que dans des conditions de laboratoire. Sur le champ de bataille,
c'est le chaos qui règne. Et celui qui sait utiliser ce chaos. Les énormes coques des machines oscillaient sur les inégalités du terrain. La suspension à barre de torsion, avec disposition en quinconce des galets, absorbait les chocs, créant l'illusion d'un vol plané au-dessus du sol. Cette douceur berçait. Il semblait que rien au monde ne pût arrêter cette avalanche de métal. L'Obersturmführer Barthel reporta son regard sur la carte fixée sur sa planchette. Il restait moins d'1 kilomètre avant Oglendorf. Le terrain était idéal pour une attaque de chars, ouvert avec de petites collines. Pas de fossés anti-chars, pas de hérissons tchèques. Les Russes n'avaient même pas essayé de miner les approches. Amateurs, pensa Barthel. Ils se sont simplement enfuis en abandonnant leur position. Visuel sur cible, rapporta le tireur du char de tête. Abri en bois, 11 heures. Permission de détruire? Négatif, ordonna Barthel. Ne pas se laisser distraire par des détails. Notre objectif est la percée vers le point de passage. L'infanterie nettoiera les ordures. La colonne poursuivait sa route. La poussière soulevée par les chenilles formait un mur dense, bouchant la vue vers l'arrière. Mais vers l'avant, ils regardaient de tous leurs yeux, ou plutôt de tous leurs instruments. Les optiques Zeiss donnaient une image nette. Mais que voyaient-ils? Le vide, des dunes de sable, des broussailles, des meules de foin. Beaucoup de meules de foin. Trop pour un mois d'août, alors que les travaux des champs devaient être déjà terminés ou transférés vers les granges. Mais les tankistes allemands, des citadins, ne prêtèrent pas attention à cette étrangeté agraire. Pour eux, une meule n'était qu'un élément du paysage, un tas d'herbes molles qui ne représentait aucune menace pour 70 tonnes d'acier. Le pilote du 3e char, le sous-officier Müller, passa la 3e vitesse. Le moteur rugit et la machine bondit en avant, réduisant l'écart. Il aimait ce char. Il s'y sentait en sécurité, comme dans le bunker du Führer. Murs épais, puissance, supériorité. La peur qui le poursuivait dans les vieux Panzer IV avait disparu ici. Le tigre royal soignait la peur mieux que n'importe quel schnapps. « On dirait que ça va être une journée ennuyeuse », commenta le radio. « On va juste rouler sur leurs os, sans même s'en apercevoir. »« Ne porte pas la poisse », grommela le chef. « Mais tu as sans doute raison. Les Russes sont à bout de souffle. Leurs fameuses percées se sont noyées. Maintenant, la parole est à la technique. » Ils fonçaient droit dans le goulot du « sac de feu ». Les renseignements les avaient trompés. Ou plutôt, ils s'étaient trompés eux-mêmes en croyant l'ennemi stupide. Ils ne remarquèrent pas que le terrain autour commençait à changer. Les collines devenaient plus hautes, les ravins plus profonds, limitant la manœuvre. La route se transforma en un couloir étroit où il était impossible pour 11 chars lourds de faire demi-tour. Mais ils continuaient d'appuyer sur l'accélérateur. L'inertie de la pensée était plus terrible que l'inertie de la masse. Barthel sortit un peu plus de l'écoutille. La chaleur augmentait. L'odeur d'huile chaude et de poussière devenait insupportable. Il voulait de l'air frais. Il voulait voir son triomphe autrement qu'à travers la vitre d'un épiscope. « Accélérez !» commanda-t-il. « Nous devons atteindre la crête de la côte 197,2 dans 5 minutes. » Les chenilles mordaient le sol. Les patins arrachaient des morceaux de gazon. Les lourdes machines avançaient comme à la parade, respectant les intervalles et l'alignement. Une parade de suicidaires. Chaque seconde les rapprochait de la ligne au-delà de laquelle la foi en la technologie s'achevait et où commençait la cruelle réalité de la physique de destruction.
Ils ne voyaient pas les canons camouflés qui pivotaient déjà pour suivre leurs mouvements. Ils ne sentaient pas les tireurs dans les meules de foin retenir leur souffle, piégeant les flancs de leurs machines dans leur réticule. Ils étaient aveugles dans leur grandeur, aveuglés par l'éclat de leur propre blindage et le mythe de leur invincibilité. La distance diminuait. 1000 mètres, 800, 600. Le bruit de leur moteur était le seul son dans ce monde. Il étouffait tout, le chant des oiseaux, le murmure du vent et le battement de leur propre cœur. Ce rugissement ressemblait à un râle d'agonie, mais il le prenait pour un chant de victoire. Bartel sourit. Devant, l'horizon était pur. Encore un peu, et il percerait le front comme un couteau coupe le beurre. Aucun d'eux ne savait qu'il leur restait moins d'1 minute à vivre. L'histoire avait déjà levé son marteau au-dessus de leur tête, mais ils continuaient de sourire et de plaisanter à la radio, discutant de la qualité de la bière polonaise et de l'épaisseur du blindage qui, croyaient-ils, les sauverait de tout, sauf de leurs propres bêtises. Le brouillard commença à se déchirer en lambeaux, révélant les flancs gris des machines allemandes. Le soleil frappa les épiscopes, aveuglant les tireurs une seconde. À cet instant, le temps pour le 501e bataillon se contracta en un point. L'aiguille des secondes se figea. Le monde était suspendu à un fil qui allait se rompre d'un instant à l'autre. Et il se rompit. Le silence fut déchiré non pas par un cri, mais par le claquement d'une culasse. Dans les broussailles, à seulement 300 mètres de la route, le T-34-85 du sous-lieutenant de la garde Alexandre Ossine rejeta son filet de camouflage. À une telle distance, il était impossible de manquer. C'était une exécution. Le canon de 85 mm regardait droit dans le flanc du Tigre, de tête. Là où le blindage était plus fin, là où, derrière la couche d'acier, battait le cœur de la machine, le moteur et le cœur de l'équipage, les munitions. « Sur le leader! Perforant! Feu !» L'ordre d'Ossine claqua dans le casque radio comme une décharge électrique. Le tir du canon ZIS S-53 est un claquement sec et brutal qui bouche les oreilles. Le char tressauta. Le récupérateur absorba l'énergie du recul. La douille tomba sur le plancher du compartiment de combat dans un tintement. L'obus de 9 kg franchit les 300 mètres en une fraction de seconde. La physique de l'impact était simple et terrible. L'énergie cinétique de la masse à une telle distance ne se disperse pas. Elle arrive sur la cible comme un concentré de mort. Impact. Le tigre royal de tête trébucha. On eût dit que la main invisible d'un géant lui avait donné une gifle. Des étincelles jaillirent en fontaine. L'obus frappa le flanc, défonça 80 mm de blindage vertical et fit irruption à l'intérieur. Le bruit de l'impact pour l'équipage à l'intérieur ressemblait à un coup de masse sur un seau vide dans lequel on serait assis. Dans les terres, où une seconde plus tôt régnaient les plaisanteries et l'assurance, le chaos explosa. « Contact à droite! Contact à droite !» hurla quelqu'un d'une voix sauvage, virant à l'aigu. « D'où il tire? Je ne vois pas le départ de coup !» L'Obersturmführer Bartel n'eut le temps de rien comprendre. Son char tressaillit. Le moteur éternua une fumée noire et cala. L'éclairage intérieur s'éteignit. Ça sentait le caoutchouc brûlé et l'ozone. L'illusion d'invulnérabilité s'effondra en même temps que les épiscopes. À la suite d'Ossine, l'équipage du lieutenant de la garde d'Ectiar ouvrit le feu. Deuxième tir. Et le deuxième tigre reçut un coup au but dans le train de roulement. La chenille éclata avec un craquement assourdissant, semblable à un claquement de fouet. La lourde bande de patins, perdant sa tension, glissa comme un serpent des galets, s'enroulant autour du barbotin. Le colosse de 70 tonnes pivota sur le côté par inertie, bloquant la route aux autres. La formation se brisa. La méticulosité allemande,
Leur célèbre Ordnung se transforma en panique d'un troupeau piégé dans un enclos avec des loups. Les machines arrière commencèrent à freiner, se heurtant les unes aux autres. Les pilotes tiraient sur les leviers, essayant de sortir de la ligne de feu, mais il n'y avait nulle part où aller. À droite, une colline, à gauche, un ravin, devant, les camarades qui brûlaient. « Charge! Plus vite !» hurlait Ossine. « Ne les laissez pas reprendre leurs esprits !» Le chargeur travaillait comme un automate. Obus dans la culasse. Coup de poing. Coin de culasse vers le haut. Tir. À l'intérieur du T-34 régnait un vacarme infernal. Les gaz de poudre piquaient les yeux, mais l'excitation du chasseur couvrait tout. Il voyait brûler ceux qui se croyaient immortels. Cela grisait plus fort que l'alcool. La peur avait disparu. Il ne restait que la colère et la mécanique du meurtre. Les Allemands commencèrent à riposter. Les tourelles des Tigres tournaient paniquement, cherchant une cible. Les longs canons fouillaient les buissons, mais ne trouvaient pas de cible. Les chars soviétiques étaient enterrés, cachés par des meules, fondus dans le paysage. Les Allemands tiraient au hasard, vers les éclairs de départ. Les obus de 88 mm labouraient la terre, abattaient des arbres, soulevaient des colonnes de sable, mais ne pouvaient atteindre les vifs 34. « Achtung, c'est une embuscade, plein arrière !» hurlait Bartel dans le micro. Mais personne ne l'écoutait. Les terres étaient saturées de cris de blessés et de rapports paniqués. « Le 4 brûle, l'équipage évacue la machine. Pilote tué, contrôle perdu. » Un nouvel obus de Dektiar trouva la jonction de la tourelle et de la caisse d'un char allemand. L'endroit le plus vulnérable. La tourelle se bloqua. L'hydraulique, percée par les éclats, aspergea d'huile brûlante qui s'enflamma aussitôt. Les flammes envahirent le compartiment moteur. Le système anti-incendie se déclencha, mais il était impuissant face à une telle température. Un char est un système complexe où chaque élément dépend de l'autre. Coupe une chenille et tu es une cible immobile. Touche une fente de vision et tu es une taupe aveugle. Les tankistes soviétiques frappaient précisément ces points vulnérables. Ils n'essayaient pas de percer la face avant. Ils mutilaient les fauves allemands, les privaient de mouvement et de vue. L'effet psychologique était plus terrible que les dégâts physiques. L'élite des troupes blindées de la Wehrmacht, habituée à fusiller l'ennemi à 2 km, se retrouvait dans une situation de bagarre au couteau dans une cabine téléphonique. Leur avantage en optique et en portée était annulé. Ici, c'était la réaction et la cadence de tir qui décidaient. Et le T-34-85 rechargeait plus vite. « 5, couvre, fais demi-tour !» Le chef de section essayait de rétablir le contrôle du combat. « Fumigène, envoyez la fumée !» Des mortiers arrière des chars allemands s'envolèrent des grenades fumigènes. Des nuages blanchâtres commencèrent à voiler le champ de bataille, se mélangeant à la suie noire de l'huile en feu. Mais il était trop tard. Le piège s'était refermé. Le chasseur était devenu gibier. Le fracas était tel que la terre vibrait sous les pieds de l'infanterie. C'était une symphonie de destruction. Le métal crissait contre le métal. Les munitions explosaient. Les moteurs hurlaient en s'emballant. L'air était imprégné d'une odeur de chair brûlée et d'acier incandescent. Les équipages soviétiques travaillaient au rythme d'une chaîne de montage de la mort. Le tireur attrapait une silhouette, tire. Correction, tire. Il voyait les écoutilles s'ouvrir sur les tourelles allemandes. Des hommes, enveloppés de flammes, s'en extirpaient. Ces mêmes surhommes qui, 5 minutes plus tôt, riaient des Ivan russes. Maintenant, ils se roulaient par terre, essayant d'éteindre le feu, et criaient non pas « Heil », mais « Maman ». « Prends ça, écrase la vermine !» râlait le pilote d'Ossine, pivotant la caisse du char pour un meilleur angle de tir. Le premier acte du drame d'Oglendorf s'acheva par un choc tactique total pour les Allemands.
L'avant-garde était brisée et brûlait. Mais les forces principales des tigres royaux étaient encore intactes. Ils reculaient, ripostaient, se regroupaient. Ils n'avaient pas encore compris que les T-34 n'étaient que les rabatteurs. Le calibre principal, le vrai marteau, était encore silencieux, caché en embuscade. Les lourds IS-2 attendaient leur entrée en scène. Leurs arguments de 122 mm étaient déjà dans les canons. Un voile de fumée et de poussière descendit sur le champ. Dans cette brume trouble, bougeaient des ombres de géants. Le rugissement des moteurs fit place à un hurlement déchirant. Les Allemands battaient en retraite, laissant sur la route des bûchers fumants, autrefois sommet de leur pensée technique. Mais le combat ne faisait que commencer. Le piège avait fonctionné, mais la bête était encore vivante et mortellement dangereuse. La fureur d'un prédateur blessé est plus effrayante que le calcul froid. Et maintenant, cette fureur cherchait une issue. La fumée des machines de tête en feu se mêlait au brouillard matinal, créant un décor surréaliste pour la scène principale de ce drame. La colonne allemande, ayant perdu sa formation, ressemblait à un serpent dont on aurait brisé la colonne vertébrale. Les tigres survivants tentaient de faire demi-tour pour présenter leur blindage frontal au tir des 34. Les énormes coques, pesant 70 tonnes, se débattaient dans le sable, moteurs hurlant à plat régime. Les chenilles arrachaient le gazon, projetant des gerbes de terre. C'est ce moment que choisit le lieutenant-major de la garde Oudalov. Le temps du calibre moyen était terminé. Les poids lourds entraient en scène. 2 IS-2 camouflés, postés sur le flanc, rejetèrent leurs filets de camouflage. On aurait dit qu'une partie de la colline prenait soudain vie et se hérissait de métal. 122 mm. Ce calibre ne laissait pas de place au compromis. C'était une sentence, coulée sous forme d'obus. « Sur le 3e, dans le flanc !» La commande d'Oudalov sonna calme, comme un ordre lors d'une journée à l'usine. « Perforant !» Le tireur tournait la manivelle. Dans le viseur flottait le flanc d'un tigre royal. Une plaque verticale épaisse de 80 mm. Pour le canon D25T, à une distance de 700 mètres, ce n'était pas du blindage. C'était du carton. Le tir d'un IS-2 ne peut être confondu avec rien d'autre. Ce n'est pas un claquement, c'est un coup de tonnerre qui fait vibrer les entrailles. Le frein de bouche projeta des gerbes de feu sur les côtés, soulevant un nuage de poussière qui aveugla momentanément les instruments d'observation. 25 kg d'acier et d'explosifs quittèrent le canon à une vitesse de 800 mètres par seconde. La physique de ce processus est terrifiante. L'énergie cinétique de l'obus au moment de la rencontre avec le blindage se comptait en millions de joules. L'impact se produisit juste sous la tourelle. L'acier allemand, allié et trempé, était réputé pour sa dureté. Mais la dureté a un revers, la fragilité. Lors d'un choc d'une telle force monstrueuse, le métal ne pliait pas, il cassait. L'obus défonça le flanc comme une coquille d'œuf. Mais le plus terrible se produisit une fraction de seconde plus tard. Le choc cinétique fut d'une telle puissance que les soudures de la caisse éclatèrent. Les boulons du chemin de roulement de la tourelle, un anneau de près de 2 mètres de diamètre sur lequel pivote la tourelle, furent cisaillés instantanément. La tourelle de 17 tonnes du Tigre Royal, fierté du groupe Henschel, fut arrachée de son emplacement. Elle bondit dans les airs, décrivit un arc et s'écrasa avec fracas sur le sable à côté de la caisse. Ce n'était pas un duel, c'était un massacre. À l'intérieur de la machine allemande, au moment de l'impact, la pression grimpa à des centaines d'atmosphères. L'équipage mourut instantanément,
avant même que les munitions ne détonnent. Ils n'eurent ni chance, ni le temps de réaliser. Simplement, une seconde tu commandes la machine la plus puissante du monde, et la suivante, tu es écrasé contre les parois du compartiment de combat par l'onde de choc. Ensuite, les obus dans leur atelier explosèrent. L'explosion arracha le toit du compartiment moteur. Une immense colonne de feu s'éleva vers le ciel, marquant la fin d'un autre monstre d'acier. « Coup au but !» hurla le tireur, oubliant le règlement. « La tourelle a volé! Elle a volé au diable !»« Ne pas gueuler !» le calma Oudalov. « Transfert de feu ! Cible ! Le suivant, près du ravin ! Chargez !» À l'intérieur de la tourelle de l'IS-2 bouillonnait un travail lourd et en sueur. Le chargeur, un solide gars de Sibérie, travaillait à la limite des capacités humaines. Ses mains tremblaient non de peur, mais de tension. Soulever l'obus de 25 kilos, le retourner dans l'espace exigu. Avec précaution pour ne pas endommager la fusée, l'enfoncer dans la culasse. Prendre le refouloir, frapper. Tintement métallique. Maintenant la douille, encore 15 kilos. Allez, mon grand, rentre, râlait-il en poussant la charge. Le chargement séparé, malédiction des tankistes soviétiques devenus leur salut. Oui, la cadence de tir chutait, mais c'est précisément la charge séparée qui permettait d'utiliser un obus aussi puissant, transformant les chars allemands invulnérables en tas de ferraille. « Parez !» souffla le chargeur, essuyant la sueur salée qui lui inondait les yeux. Les secondes s'étiraient, visqueuses comme du mazout. Pendant que l'IS-2 rechargeait, les Allemands tentaient de répondre. L'un des Tigres réussit à tourner sa tourelle vers l'embuscade. Les 88 mm rugirent en réponse. L'obus frappa la plaque frontale du char du lieutenant de la garde Mordinine. Le tintement fut tel qu'on aurait dit que l'équipage avait été placé à l'intérieur d'une cloche d'église frappée à la masse. Étincelles, fumée, calamine. Mais le blindage tint bon. Les angles d'inclinaison rationnels, imaginés par les ingénieurs soviétiques, firent leur œuvre. L'obus allemand ricocha, laissant un profond sillon dans le métal, et partit dans le ciel. « Vivant !» La voix de Mordinine dans le casque tremblait à cause de la commotion. « Vivant, commandant !»« Le viseur a bougé, je rectifie », répondit le tireur. « Feu à volonté ! On va leur montrer quel acier est le plus dur. » Le tir de riposte de Mordinine frappa le masque du canon du char allemand. L'obus ne perça pas le blindage, mais l'énergie de l'impact fut telle que le canon du Tigre fut arraché de ses tourillons et enfoncé à l'intérieur de la tourelle. La culasse écrasa le commandant du char allemand. La machine, ayant perdu la capacité de tirer, se transforma en un tas de ferraille inutile. Sur le champ de bataille régnait le chaos de la destruction. La foi allemande en la supériorité technique se brisait contre la puissance soviétique, brute mais efficace. Le fameux acier Krupp craquait de partout. Les mécanismes allemands raffinés ne résistaient pas aux coups de la masse russe. « Pilote, la courte !» commanda Oudalov. Le char tressauta, changeant de position. Il ne fallait pas rester sur place. La fumée des tirs démasquait. L'IS-2, malgré ses 46 tonnes, se déplaçait avec une vivacité surprenante. Le diesel rugissait, crachant des volutes de fumée bleuâtre. Dans ce combat, il n'y avait pas de place pour les belles manœuvres. Ici, opérait l'arithmétique nue du calibre. 122 mm était un argument majeur qui ne nécessitait pas de preuves. Chaque tir de l'IS-2 mettait un point final à la biographie d'une nouvelle machine allemande et de son équipage. « Encore infini !» rapporta l'observateur. « Fumé par les écoutilles !» Oglendorf se transformait en cimetière de tigres royaux. Ces mêmes machines qui devaient devenir la terreur du front de l'Est brûlaient maintenant comme des torches, empoisonnant l'air de la puanteur de chair
et de caoutchouc brûlé. Le triomphe de la volonté s'était transformé en triomphe de la balistique. Le chargeur dans le char d'Oudalov ne sentait plus ses bras. La peau écorchée de ses paumes saignait, son dos le lançait. Mais il continuait sa chaîne de montage. Obus, douille, culasse, obus, douille, culasse. Il était le moteur de ce canon, un piston vivant qui pompait la mort vers l'ennemi. « Combien il en reste ?» demanda le commandant. « 5 perforants, 8 explosifs !» croissa le chargeur. « Ça suffira pour achever, » dit durement Oudalov. « Achevez-les. N'économisez pas les obus. On économisera plus tard. Maintenant, au travail. » Le champ devant eux était jonché de métal en feu. Le vent dispersait la fumée noire, cachant le soleil. Mais à travers cette fumée, continuaient de frapper les éclairs des tirs. Les chars lourds soviétiques démontaient méthodiquement, tir après tir, l'élite de la Wehrmacht en pièces détachées. C'était l'anatomie de la guerre, où le scalpel du chirurgien avait été remplacé par le marteau du forgeron. Et ce marteau frappait sans manquer. Le champ de bataille fut envahi d'une fumée âcre et grasse. Ce n'était pas seulement la technique qui brûlait, c'étaient les ambitions du Troisième Reich. Des volutes noires s'élevaient des carcasses brisées, se mêlant à la poussière que le vent n'avait pas encore eu le temps de plaquer au sol. Les équipages allemands survivants tentaient l'impossible, s'échapper du sac de feu. Mais le piège, refermé par les gardes du lieutenant-colonel Evdokimenko, n'avait pas de sortie. La panique remplaça définitivement l'assurance. 3 machines rescapées sur 11, chenilles cliquetantes, essayaient de reculer, se cachant derrière l'écran de fumée et les coques en feu de leurs camarades. Ils cherchaient le salut dans une manœuvre de flanc, espérant contourner l'embuscade soviétique par un arc de cercle à travers les broussailles. C'était un geste de désespoir. Les mastodontes de 70 tonnes sur le sable meuble perdirent leur manœuvrabilité. Ils patinaient, moteur hurlant à la rupture, se transformant en cible idéale et peu mobile. « Ils partent! À droite, par le vallon, ils partent !» La voix rauque dans les écouteurs appartenait au chef de section des T-34. « Ils ne partiront pas, » répondit calmement Oudalov. « Deuxième, troisième, transférez le feu sur le secteur 40. Coupez-les de la forêt. » Les tourelles des IS-2, lourdes et pataudes en apparence, commencèrent leur rotation. La commande électrique bourdonnait régulièrement, sans effort excessif. C'était un travail non de vitesse, mais de précision. Les tireurs ne cherchaient plus les points faibles. À cette distance et sous cet angle, n'importe quel tir dans le flanc ou l'arrière d'un tigre en fuite était mortel. L'un des chars allemands, tentant de faire demi-tour sur place, exposa sa plaque arrière. Là, le blindage était le plus fin, 80 mm. L'obus de 122 mm frappa pile dans le compartiment moteur. Il n'y eut pas d'explosion. Il y eut un coup sourd, après lequel la lourde plaque arrière tomba simplement, mettant à nu les entrailles du moteur. Le Maybach s'étouffa. Une seconde plus tard, une colonne de feu de 5 mètres de haut jaillit du compartiment moteur. L'essence. Les chars allemands brûlaient fort et chaud, contrairement aux machines diesel soviétiques qu'il fallait encore réussir à enflammer. « Fini », constata le tireur. « Suivant !» Ce n'était plus une bataille. C'était un nettoyage. Le cimetière de géants grandissait à vue d'œil. Sur les 11 tigres royaux sortis ce matin pour cette parade de mort, 8 s'étaient déjà transformés en ferraille immobile. Certains brûlaient, jetant vers le ciel des gerbes noires de suie. D'autres restaient figés, canons plantés dans le sol, tourelles arrachées. D'autres s'étaient figés avec une chenille rompue, abandonnés par leur équipage. La défense soviétique se réorganisait en marche. Dès que la menace d'une percée directe fut liquidée,
le mécanisme de mise à mort s'enclencha. Les chars T-34-85 jaillirent de leurs abris. Maintenant, leur vitesse et leur manœuvrabilité importaient plus que le blindage. Ils prenaient de flanc les Allemands restants, les piquant comme une meute de chiens courants traquant un ours. « Tape dans les chenilles, ne le laisse pas ramper !» Les terres étaient remplies d'ordres brefs et hargneux. L'équipage du dernier Tigre intact décida de ne pas tenter le diable. L'écoutille de la coupole du chef s'ouvrit et les tankistes commencèrent à en sortir, toussant à cause de la fumée. Ils levaient les mains avant même de sauter à terre. Les guerriers redoutables, l'élite des troupes blindées, s'étaient transformés en hommes effrayés et sales, ne rêvant que d'une chose, survivre. Leur foi dans le Führer et l'arme miracle avaient brûlé avec leurs machines 15 minutes plus tôt. Et du côté des positions soviétiques, des hommes en combinaison graisseuse couraient déjà vers les machines fumantes. Les réparateurs. Le soutien technique du combat est un front invisible qui décide souvent de l'issue de la bataille tout autant que la précision du tireur. Ils couraient non pas avec des armes, mais avec des outils. Nos pertes existaient, mais elles étaient d'un autre ordre. Aucun IS-2 n'avait été détruit de manière irréparable. Il y avait des bosses, des chenilles brisées, des instruments d'observation cassés, mais le blindage avait tenu. Le nez de brochet et les tourelles moulées des poids lourds soviétiques avaient réussi l'examen. « Petrovitch, amène le câble. Le 6e a la roue folle bloquée !» criait le pilote en examinant les dégâts. « Et passe la soudure. La plaque de protection est tordue ici. » Le diagnostic se faisait directement sur place, au milieu de la fumée et du métal encore chaud. La technique soviétique, conçue grossièrement mais avec une énorme marge de solidité, permettait d'effectuer des réparations en conditions de terrain. Là où le char allemand nécessitait un atelier d'usine et une grue pour démonter la transmission, le char russe se contentait d'une masse, d'une barre à mine et d'un juron bien senti du mécano. À l'intérieur du char d'Oudalov tomba un silence assourdissant. Le moteur fut coupé. On n'entendait plus que le bourdonnement dans les oreilles et la respiration lourde et rauque des hommes. Savushkin, le chargeur, était assis sur le fond du compartiment de combat, le dos appuyé contre le râtelier. Ses mains tremblaient d'un fin tremblement. Il regardait ses paumes, la peau était arrachée jusqu'à la chair, les ongles noirs de graisse et de résidus de poudre. Il venait de remuer une demi-tonne de fer. « De l'eau », murmura-t-il, de ses lèvres desséchées. Oudalov sortit sa gourde et la lui passa. L'eau était tiède, avec un goût métallique, mais elle semblait meilleure que le vin le plus cher. « Vivant », souffla le commandant en retirant son casque. Les cheveux mouillés collaient à son front. Tous vivants. Il sortit par l'écoutille. L'air dehors était lourd, imprégné de mort et de chimie de guerre. Devant lui s'ouvrait le panorama de la déroute. Oglenduf, les collines de sable que les Allemands considéraient comme leur tête de pont, étaient devenues leur tombe. Les carcasses des tigres se dressaient comme de noirs monuments à l'orgueil humain. Le métal refroidissait en émettant des cliquetis caractéristiques. Parfois, quelque chose explosait à l'intérieur des machines en feu. Les restes de munitions détonnaient, projetant des gerbes d'étincelles. Ce n'était pas simplement une bataille gagnée, c'était l'effondrement d'un système. Les Allemands avaient misé sur la protection absolue et la puissance de feu absolue, oubliant la mobilité et la furtivité. Les tankistes soviétiques leur avaient opposé la souplesse, la tactique et la puissance meurtrière du gros calibre à bout portant. L'infanterie s'approchait déjà des machines allemandes, capturées mais relativement intactes. Les soldats touchaient avec méfiance le blindage qui, une heure plus tôt, leur semblait être un mur infranchissable. Maintenant, des trous gros comme une tête d'enfant
béaient dans ce mur. Les bords des brèches étaient fondus, traces de la température monstrueuse survenue lors de la perforation. « Regardez, commandant de bataillon !» Un capitaine d'infanterie s'approcha d'Oudalov, hochant la tête vers un tigre détruit. « La tourelle, regardez comme elle a été cisaillée, nette comme avec un rasoir. »« Pas un rasoir, sourit avec lassitude Oudalov. Une baramine, 122 mm. Contre la baramine, il n'y a pas de parade, capitaine. Même si cette parade est en acier allemand. » À l'horizon, la fumée commençait à se dissiper. Le soleil perça enfin le voile, éclairant la ferraille tordue. Le champ de bataille s'apaisait. La fureur de l'affrontement s'en allait, laissant place à l'analyse froide et à la fatigue. Les réparateurs tapaient déjà avec leurs marteaux, remettant en état les chenilles des T-34 touchées. La vie continuait, la guerre continuait. Mais pour le 501e bataillon de chars lourds, elle s'était terminée ici, dans les sables près d'Oglendov. Les équipages sortaient des machines, allumaient des cigarettes roulées. Les doigts tremblants tenaient les allumettes avec peine. Dans leurs yeux, pas de triomphe. Il y avait du vide. Ils avaient fait leur travail. Un travail d'homme, dur, sale, mortellement dangereux. Ils avaient broyé l'élite de l'ennemi, la transformant en tas de ferraille. Et maintenant, ils devaient simplement souffler, se remettre en ordre et se préparer au prochain combat. Parce que Berlin était encore loin, et que les Allemands avaient peut-être encore pas mal de tigres. Mais le mythe de leur invincibilité était mort aujourd'hui, ici, sur ce champ maudit. Et quiconque avait vu ces torches ardentes savait, on peut tuer la bête. Il faut juste savoir où et avec quoi frapper. La fumée qui voilait l'horizon depuis une demi-heure commença à retomber lentement, dévoilant un tableau digne des manuels de tactique des troupes blindées. C'était une nature morte de métal déchiré et de caoutchouc calciné. Quand l'adrénaline de l'affrontement se fut évaporée avec les gaz de poudre, vint le temps de l'analytique froide. Le temps des ingénieurs et des officiers d'état-major, qui marchaient maintenant entre les carcasses fumantes des tigres royaux comme des pathologistes dans une morgue. Le lieutenant-colonel de la garde, Evdokimenko, sauta de l'automitrailleuse. Ses bottes crissèrent sur le sable mêlé aux douilles. Il s'approcha du géant détruit le plus proche. C'était un char avec le numéro tactique 502. Sa tourelle s'était figée dans une rotation non naturelle, comme le cou d'une poupée brisée. Le canon pointait vers le sol. Ici, sur ce champ, s'étaient affrontées deux philosophies de la guerre. L'école allemande, ayant misé sur une domination technologique absolue, et l'école soviétique, s'appuyant sur la flexibilité tactique et une puissance brute et destructrice. Sur le papier, le Tigre B surpassait l'IS-2 en presque tout. Cadence de tir, qualité optique, épaisseur du blindage frontal. Mais le combat ne se déroule pas sur le papier. Le combat se déroule dans la boue, dans le brouillard, à des distances dictées par le paysage et non par la fiche technique. Evdokimenko passa la main sur le blindage latéral du char allemand. Le métal était encore chaud. « Camarade lieutenant-colonel, jetez un œil ici », l'interpella l'officier technique qui se tenait près d'une brèche. « Travail propre. L'orifice d'entrée est net, les bords fondus, mais il n'y a pas de sortie. »« Il n'a pas besoin de sortir », répondit sèchement Evdokimenko. 122 mm dans un volume clos, c'est une bombe à vide. L'équipage n'a même pas compris ce qui s'est passé. L'analyse des dommages montrait l'erreur fatale du commandement allemand. Ils avaient cru en leur invulnérabilité et avaient négligé la reconnaissance. Le Tigre royal est un tireur d'élite idéal pour les espaces ouverts. Son élément est la distance de 2 km, où son canon peut fusiller l'ennemi en toute impunité. Mais en poussant ces monstres dans le défilé étroit près d'Oglendov, les Allemands s'étaient privés eux-mêmes de leur atout principal. Ils avaient transformé des canons à longue portée en gourdins inutiles,
avec lesquels il est impossible de prendre de l'élan dans un couloir étroit. La tactique soviétique s'était avérée être le scalpel ayant incisé cet abcès. L'embuscade avait été bâtie sur la connaissance de la psychologie de l'ennemi et de la physique de ses machines. Nos tankistes savaient « l'Allemand est aveugle ». La visibilité depuis un tigre royal est abominable. La coupole du chef offre une bonne vue, mais au combat, le chef se cache à l'intérieur, regardant par les fentes étroites des périscopes. Le pilote ne voit que le secteur devant lui. Les flancs sont une zone aveugle. C'est précisément là que frappaient les T-34 et les IS. Regardez la nature de la rupture des soudures, continuait le technicien en montrant une fissure courant sur l'arrière de la tourelle. L'acier est trop trempé. Krupp a commencé à produire de la camelote. Pas de la camelote. Pénurie d'adjuvants d'alliage. Evdokimenko gratta la calamine avec un couteau. Il manque de molybdène. Le blindage est dur, mais cassant. Lors d'un impact de gros calibre, il ne s'enfonce pas, il éclate. L'IS-2 ne frappe pas simplement avec une masse de métal, il frappe avec la masse tout court. Le choc cinétique est d'une telle force que même sans perforation, des morceaux de blindage se détachent de l'intérieur, agissant comme des shrapnels. Leur propre blindage tue leur propre équipage. C'était le triomphe de la barbarie technique sur la haute technologie. La suspension complexe et trop lourde du Tigre, sa transmission capricieuse, son viseur magnifique, tout cela devint un poids inutile au moment où le simple obus soviétique frappa le flanc. La complexité avait perdu face à la simplicité. Les officiers s'approchèrent de notre char, dont l'explosion avait arraché la tourelle. La structure de plusieurs tonnes gisait à quelques mètres, à moitié enfoncée dans le sable. C'était une leçon de choses sur la physique de l'explosion. Détonation des munitions dans la niche de la tourelle. Les Allemands avaient placé les obus directement dans la tourelle, pour le confort du chargeur. Pratique? Indubitablement. Sûr? Mortel. Une seule perforation du flanc de la tourelle, et le char se transforme en volcan. Ils pensaient qu'on jouerait selon leurs règles, dit le commandant du régiment d'IS-2 qui s'était approché. Que nous sortirions en rase campagne pour mesurer nos millimètres. Mais nous avons joué à cache-cache. Et nous avons gagné, opina Evdokimenko. Remarquez, Major, aucun de nos chars n'est parti en attaque frontale. Nous avons utilisé les plis du terrain, les meules de foin, les buissons. Nous avons utilisé leur inertie de pensée. Ils voyaient une meule de foin et recevaient un obus dans le flanc. La tactique du sac de feu avait fonctionné impeccablement. Les Allemands s'étaient retrouvés à l'intérieur d'une figure géométrique où chaque angle tirait. Ils ne pouvaient pas manœuvrer. Le sable et les machines détruites des camarades gênaient. Ils ne pouvaient pas riposter efficacement. Ils ne voyaient pas les cibles. Ils étaient enfermés dans leur cercueil d'acier, techniquement parfait, mais tactiquement impuissant. Ce combat a montré l'essentiel. La technique n'est qu'un outil. Le Tigre royal est une machine effrayante, le sommet de la construction de chars allemandes. Mais entre les mains d'un commandant arrogant et tactiquement ignare, ayant jeté son bataillon dans une embuscade sans reconnaissance, c'est juste un tas de ferrailles coûteuses. L'officier soviétique jeta un coup d'œil par l'écoutille du pilote de l'un des Tigres survivants, mais abandonnés. À l'intérieur, c'était propre, spacieux. Ça sentait le cuir de qualité et le synthétique. Le tableau de bord rappelait le cockpit d'un avion. Une multitude de cadrans, d'interrupteurs, de voyants de contrôle. « C'est bien fait », reconnut-il. « Ergonomie, confortable pour mourir. » « Et chez nous, c'est étroit », sourit le sergent réparateur qui se tenait à côté. « Mais on est vivant, et on a gagné. » Le bilan du combat près d'Oglendorf ne se fit pas en millimètres de blindage ni en longueur de canon. Il se fit dans la colonne
pertes irréversibles. 11 chars lourds flambant neufs perdus. 3 machines intactes capturées. Pertes soviétiques. Quelques chars endommagés qui retourneront en service dans 24 heures. C'était la victoire de l'intelligence sur la masse. La victoire de la ruse sur le stéréotype. Les Allemands avaient créé une Wunderwaffe, une arme miracle. Ils la vénéraient. Ils croyaient que la seule vue de ce char ferait fuir les Russes. Mais les Russes n'ont pas fui. Ils se sont enterrés, camouflés, et ont fusillé la légende avec sang-froid et calcul, comme au stand de tir. Evdokimenko alluma une cigarette en regardant le champ fumant. La fumée se dissipait, mais la leçon donnée ici à la Wehrmacht resterait dans l'histoire à jamais. On ne peut pas remplacer la maîtrise tactique par l'épaisseur du blindage. On ne peut pas remplacer la reconnaissance par la foi en l'invulnérabilité. Et le plus important, on ne peut pas sous-estimer un ennemi qui possède un argument de 122 mm et la volonté de s'en servir. Le champ de bataille s'apaisait, se transformant en musée des illusions brisées. Les tankistes soviétiques, sales, fatigués, mais vivants, préparaient déjà leurs machines pour la marche. La guerre n'attendait pas. Et ces monstres d'acier, qui effrayaient encore toute l'Europe hier, resteraient maintenant ici, à rouiller dans les sables polonais, comme un monument à la bêtise humaine et au triomphe de la science militaire. Le silence qui recouvrit le champ près d'Oglendov était plus lourd que le fracas du combat. C'était le silence d'un cimetière où l'on venait d'enterrer non pas des hommes, mais une idée. L'idée de la supériorité de la race aryenne, incarnée dans 70 tonnes d'acier allié. Un groupe de tankistes allemands prisonniers était assis par terre au bord de la route, sur laquelle ils planifiaient encore ce matin une marche triomphale. Ils faisaient pitié. L'élite de la Panzerwaffe. Des gars en uniforme noir avec des têtes de mort aux boutonnières, sélectionnés parmi les meilleurs équipages, ayant passé le creuset du front de l'Est. 1 heure plus tôt, ils regardaient le monde à travers des optiques Zeiss avec l'arrogance de Dieu. Maintenant, ils regardaient leurs bottes sales, craignant de lever les yeux vers leur gardien. L'onde de choc avait balayé leur suffisance. L'Obersturmführer, commandant de l'une des compagnies détruites, était assis à l'écart. Sa vareuse était déchirée, son visage couvert de suie, ses mains tremblaient finement. Il n'était pas blessé physiquement, il était commotionné par la vérité. Il déplaçait son regard d'une carcasse brûlante à l'autre. Ses lèvres bougeaient sans bruit, comme s'il essayait de recompter les pertes. Mais l'arithmétique refusait de s'assembler en une image du monde familière. 11 machines étaient parties à l'attaque. 0 était revenu. À côté de lui se tenait un officier de renseignement soviétique et un interprète. « Demande-lui », dit sourdement l'éclaireur en allumant une cigarette russe. « Pourquoi diable ont-ils foncé de face? Ils voyaient bien le terrain. Ou ils pensaient qu'on n'avait plus d'obus ?» L'interprète traduisit la question. L'Allemand leva lentement la tête. Dans ses yeux, pas de haine. Il y avait une incompréhension profonde, presque enfantine. « C'est impossible », croissa-t-il dans un allemand pur. Le manuel stipule. Le blindage frontal du Tigre B est invulnérable pour tous les types de canons anti-chars à des distances supérieures à 500 mètres. Vous avez utilisé une nouvelle artillerie? Une arme secrète? Dis-lui, sourit l'éclaireur, en recrachant un jet de fumée, que notre arme secrète, c'est leur bêtise. Et le canon D-25T, celui-là même qu'ils ont vu dès 43. Simplement, nous avons appris à nous en servir, et eux ont désappris à avoir peur. L'Allemand secoua la tête. Son monde s'était effondré. Toute la propagande qui leur avait martelé dans la tête la foi en la Wunderwaffe s'était révélée être un mensonge. L'arme miracle n'avait pas fonctionné.
Le génie technique des ingénieurs de Henschel et Porsche s'était brisé contre la dure réalité de l'embuscade soviétique. Ils croyaient que le char combattait tout seul, que l'épaisseur de l'acier remplaçait la compétence tactique. Devant les prisonniers passa une colonne de matériel rescapé, les chars trophées qu'on avait réussi à capturer presque intacts. Sur le blindage de l'un d'eux était assis un équipage soviétique, sale, en sueur, dans des combinaisons graisseuses. Ils ne ressemblaient pas à des chevaliers, ils ressemblaient à des ouvriers après une dure journée à l'usine. L'un des tankistes, remarquant les Allemands, cracha simplement et se détourna. Dans ce geste, il y avait plus de mépris que dans n'importe quelle insulte. Pour les soldats soviétiques, le tigre royal avait cessé d'être un monstre mythique. Il était devenu simplement une cible grasse, dangereuse, mais mortelle. La rupture psychologique s'était produite précisément ici. Avant Oglendorf, le nom tigre inspirait l'effroi aux soldats. C'était le symbole d'une mort inéluctable. Après Oglendorf, la peur disparut. Il restait l'excitation froide du chasseur. Les tankistes avaient compris. Cette bête est aveugle, pataude, et brûle aussi bien que n'importe quelle autre si on la touche au flanc. Le lieutenant-colonel Evdokimenko s'approcha du groupe de prisonniers. Il voulait regarder l'ennemi dans les yeux. Pas cet ennemi abstrait qu'on dessine sur les affiches, mais le commandant concret qui avait mené sur lui cette armada d'acier. « Vous appelez ce char « royal », dit doucement Evdokimenko en regardant l'Obersturmführer. L'interprète chuchota rapidement. Mais le roi s'est avéré être nu. L'Allemand tressaillit, comme s'il avait reçu une gifle. Il regarda vers son char. La tourelle gisait à part, le tube du canon était tordu. Sur le flanc, béait un trou déchiqueté d'où sortait encore de la fumée. Ce n'était pas simplement une défaite au combat, c'était la faillite d'une philosophie. La religion technocratique du Reich, plaçant le fer au-dessus de l'esprit, avait échoué. Nous pensions que le blindage nous sauverait, chuchota le radioprisonnier assis à côté. Nous pensions être dans une forteresse, et nous nous sommes retrouvés dans une souricière. La forteresse, ce sont les hommes, répondit Evdokimenko, sans même attendre la traduction. Et le fer fond. Ce jour devint les funérailles de l'élite blindée allemande. Le 501e bataillon n'avait pas simplement perdu du matériel. Il avait perdu la foi. Les prisonniers étaient assis, voûtés, et chacun d'eux comprenait « la guerre est perdue ». Non pas parce que les Russes ont plus de chars, mais parce que les chars russes, grossiers, avec des tourelles moulées ressemblant à une tête de brochet, s'étaient avérés plus forts que leur mécanisme parfait. Les Russes ne frappaient pas le blindage, ils frappaient la psychologie. La terreur qu'inspiraient auparavant les tigres était maintenant revenue comme un boomerang vers leurs équipages. Désormais, chaque tankiste allemand, en grimpant dans son écoutille, se souviendrait d'Oglendorf. Il saurait que quelque part dans les buissons, dans une meule de foin, l'attend la pupille de 122 mm d'un canon soviétique. Et qu'aucun millimètre d'acier Krupp ne le sauvera. L'escorte fit lever les prisonniers. « Schneller, en avant !» commanda le sergent. Ils s'éloignèrent sur la route, passant devant leurs machines finissant de se consumer. Le cliquetis des chenilles des IS-2 passant à côté les faisait tressaillir et rentrer la tête dans les épaules. Le bruit du moteur, qui était auparavant pour eux une musique de force, était devenu le son d'une condamnation. Le mythe de l'invincibilité avait été piétiné par les chenilles des chars soviétiques et mélangé à la boue polonaise. Les tigres royaux ne faisaient plus peur. Ils s'étaient transformés en ferraille, bonnes seulement pour la refonte. Et les hommes qui les pilotaient
de surhommes, s'étaient transformés en une foule abattue, marchant vers l'arrière, vers les camps de prisonniers, emportant avec eux un terrible savoir. Leur dieu issu de la machine est mort. Il a été tué par le travail simple, rude, mais honnête du soldat soviétique. Le silence dans le pavillon du musée des blindés de Koubinka diffère du silence sur le champ de bataille. Là-bas, près d'Oglendov, le silence était une pause vibrante entre la vie et la mort, remplie d'odeurs de brûlé. Ici, dans l'immense hangar, le silence sent l'acier froid, la peinture à l'huile et la poussière du temps. C'est le silence d'une crypte où reposent des géants dont le temps est révolu. Ils se tiennent presque côte à côte, deux antagonistes, deux sommets de la pensée technique des années 40, créés pour s'entre-détruire. À gauche, le char lourd IS-2. À droite, le Tigre B, alias le Tigre Royal, avec le numéro tactique 502. Celui-là même, capturé intact en août 1944. Celui-là même, dont l'équipage s'est enfui en panique, abandonnant la machine qui leur semblait être une forteresse indestructible. Maintenant, des décennies plus tard, on peut s'approcher tranquillement et poser la main sur leur blindage. Le métal est froid et indifférent. Mais si l'on regarde de plus près, il en racontera plus que n'importe quelle mémoire de généraux. Approchez-vous du Tigre, c'est un chef-d'œuvre. Même maintenant, debout dans le musée, il écrase par ses dimensions. 70 tonnes. La géométrie de la coque est ajustée avec une précision pédante. Les soudures sont régulières, soignées, comme faites en laboratoire et non à l'usine. L'énorme canon au long tube surplombe l'allée comme une barrière. Large chenille, suspension en quinconce. Les ingénieurs de Ferdinand Porsche et Erwin Aders ont mis dans cette machine tout ce que savait la science allemande. Mais regardez plus attentivement. Cette complexité est sa condamnation. La disposition en quinconce des galets offrait une douceur de roulement. Mais pour changer un galet intérieur, il fallait démonter la moitié des externes. Dans la boue du front de l'Est, dans le gel, ce train de roulement se transformait en un bloc monolithique de terre gelée, immobilisant le char. Le moteur, conçu pour un poids bien moindre, fonctionnait à la limite, dévorant des centaines de litres d'essence. C'était un colosse aux pieds d'argile, créé pour une guerre idéale sur asphalte qui n'a jamais existé. Et maintenant, regardez l'IS-2. Il se tient à côté, trapu, prédateur. Sa touraine n'a pas les facettes idéales de la machine allemande. Elle est moulée. Sur le blindage, on voit les traces grossières du moule dans lequel l'acier s'est figé. C'est un aspect granuleux, une texture ressemblant à une peau d'orange. Les concepteurs soviétiques ne perdaient pas de temps au polissage. L'esthétique a été sacrifiée à la fonctionnalité et à la production de masse. Le nez de brochet de la coque est une solution géniale. Des angles d'inclinaison rationnels du blindage qui forçaient les obus allemands à ricocher. Et bien sûr, le canon. Le frein de bouche du canon de 122 mm D25T ressemble au poing d'un boxeur poids lourd. Grossier, puissant, infaillible. Ici, au musée, la différence de philosophie devient évidente. L'école allemande créait une arme miracle, un mécanisme complexe exigeant des conditions stériles et un équipage avec une éducation supérieure. L'école soviétique créait un outil de guerre, une masse avec laquelle on peut frapper dans la boue, dans la neige, et qu'un mécanicien peut réparer dans un champ à l'aide d'un juron et d'un bout de fil de fer. L'histoire survenue près d'Oglendo n'est pas un hasard. C'est une logique. Lorsque le Tigre Royal numéro 502 s'est enlisé dans le sable polonais et que son équipage, aveuglé par la peur
une mauvaise visibilité, n'a pas remarqué les chars soviétiques camouflés, la loi principale de la guerre a fonctionné. Ce n'est pas celui qui a le blindage le plus épais qui gagne. C'est celui qui voit le champ de bataille, qui sait utiliser le terrain et qui est prêt à aller jusqu'au bout. Le mythe de la supériorité technologique du Troisième Reich s'est brisé précisément contre cette tourelle moulée grossière de l'IS-2. Les Allemands cherchaient le salut dans la Wunderwaffe, espérant que la technique remplacerait pour eux la tactique et l'esprit. Ils se sont trompés. Le fer est mort sans la volonté de l'homme. Aujourd'hui, le Tigre royal à Kubinka n'est qu'une pièce d'exposition, un trophée, le symbole de l'orgueil qui a mené à la catastrophe. Il se tient là, vaincu et étudié jusqu'au dernier écrou. Les ingénieurs soviétiques ont fusillé après la guerre des chars trophées similaires sur un polygone pour comprendre les limites de leur résistance. La conclusion fut sèche. Métal de qualité, mais cassant par manque de molybdène. Conception trop complexe. Valeur au combat ne correspondant pas au coût de production. Quant à l'IS-2 à côté de lui, il ne ressemble pas à une pièce de musée, mais à un vétéran au repos. On dirait qu'il suffit de lui faire le plein de gazole, de charger les obus de 25 kilos, et il rugira de nouveau de son diesel, prêt à briser l'échine de nouveaux ennemis. On sent la vie en lui. Cette même vie que lui ont insufflé les équipages du lieutenant-colonel de la garde, Evdokimenko, des lieutenants Oudalov, Ossin, Klimenkov. La leçon d'Oglendouf est simple et cruelle. La guerre ne pardonne pas la foi dans les chiffres des fiches techniques. Le tableau de perforation ne prend pas en compte le facteur humain, la peur, la surprise et l'art de l'embuscade. 70 tonnes de Tigre royal se sont avérées impuissantes face à un calcul tactique compétent et 122 mm de fureur soviétique. En passant devant ces géants figés, souvenez-vous, ce n'est pas simplement de la ferraille, ce sont des monuments. L'un est le monument d'une branche sans issue de l'évolution, d'une tentative de créer un dieu issu de la machine. L'autre est le monument à la victoire de l'esprit humain qui a soumis le métal et l'a forcé à servir une juste cause. La force n'est pas dans l'épaisseur de la plaque frontale. La force n'est pas dans l'optique Zeiss. La force est dans les mains du chargeur qui, s'arrachant les ongles, enfonce l'obus dans le canon. Dans les yeux du commandant, qui regarde sans ciller l'armada approcher. Dans la maîtrise du mécanicien, qui sent le moteur comme son propre cœur. Les chars peuvent brûler, le métal peut fondre. Mais la volonté des hommes qui ont arrêté les Tigres royaux en août 1944 est plus solide que n'importe quel blindage. Et c'est précisément pour cela que l'IS-2 se tient ici en vainqueur, et le Tigre seulement comme une ombre que ce vainqueur a rejeté en arrière, dans le néant de l'histoire.